Allez, on va commencer. On va commencer par se présenter. Bienvenue à tous. Donc l'objet effectivement de ce webinaire, c'est le dossier technique amiante et sa mise à jour. Pour vous accueillir aujourd'hui, donc on a Claire Boutin à la direction technique, la directrice technique immobilier du groupe Cali Consult Pôle Facilities. Nous avons Anne-Charlotte Bonetti en back-office qui est là pour animer, je dirais, administrer effectivement cet espace. Et moi-même, je suis Rodolphe Laporte, responsable de contrats nationaux auprès de la direction commerciale. On a un petit webinaire à peu près d'une heure qui va se décomposer en présentation dans un premier temps, sur lequel on va vous déplier quelques slides. On aura des questions-réponses, effectivement, si vous en avez. Alors, ce qu'on va vous demander, effectivement, vous n'avez pas les micros ouverts, mais vous avez une zone en bas à droite de votre écran avec questions sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions que l'on va relever au fur et à mesure. Et on y répondra soit au moment venu pendant la présentation, soit à la fin directement de la présentation. Voilà. Donc vos micros sont coupés, c'est normal. On commence tout simplement. On pourra les rouvrir effectivement alors en toute fin de présentation, voilà, pour éventuellement échanger avec vous sur des points particuliers. Voilà. Alors, quelques chiffres clés pour commencer. 1997, donc interdiction de l'amiante en France. On recense environ 2200 nouveaux cas de cancer par an liés à l'amiante, bien entendu. Quelques situations à risque, ce sont les travaux de rénovation, des travaux de maintenance ou une démolition dans le secteur du bâtiment. Alors le DTA, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue schématique, c'est un carnet de santé, si on pourrait l'appeler comme ça, carnet de santé amiante du bâtiment. Donc le dossier technique amiante, le DTA, c'est une compilation de l'ensemble des résultats des documents clés obligatoires dont la gestion incombe au propriétaire. Donc le DTA, sa gestion incombe au propriétaire. Le DTA peut être sous format électronique ou au format papier. Le propriétaire fait remplir un accusé de réception au destinataire qu'il devra ensuite ajouter au dossier. Donc, il retrace effectivement un peu toutes les actions vis-à-vis de l'amiante et des communications de ce dernier. 31 décembre 2004, obligation pour tous les IGH et les ERP. 31 décembre 2005 pour tous les bâtiments. 12 décembre 2012, on introduit le repérage des listes des matériaux de liste A et B. On n'a plus cette dénomination de matériaux friables, non friables. On est sur les repérages liste A et B. 31 janvier 2021, date butoir pour le repérage des éléments de façade et des toitures, qui est un complément de la liste B. Donc, on a une date butoir pour faire justement ce complément de repérage et intégrer les résultats dans le DTA qui constitue une mise à jour. Donc, le fonctionnement du DTA. En premier lieu, on parle de sa constitution, qui se fait au travers d'un repérage. Derrière, on a le contenu du DTA. Ce sont deux documents, effectivement, à part entière. On a le DTA d'un côté, on a le ou les repérages différents à côté. Donc, la constitution du DTA. Tout propriétaire d'un immeuble bâti dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, doit constituer ce dossier technique amiante à partir d'un premier rapport de repérage des listes A et B. Ceci concerne tous les bâtiments à usage autre que l'habitation. Et pour l'habitation, ça concerne uniquement les parties communes de l'immeuble, pas les parties privatives, pas les logements.
Petit rappel, un DTA doit être constitué par immeuble bâti. Si vous avez effectivement plusieurs bâtiments, il faudra, sur un même site, il faudra constituer un DTA par bâtiment. Petit rappel, la liste A et B, liste exhaustive des matériaux directement accessibles sans travaux destructifs. C'est sur cette base-là que l'on constitue le DTA, pour rappel. Le rapport de repérage initial est basé sur les listes A et B. La liste C est une liste non exhaustive des matériaux qui sont indissociables du bâtiment. Leur recherche nécessite des travaux destructifs et non concernés pour la constitution du DTA. Ils viendront effectivement agrémenter le DTA au fur et à mesure de rapports de repérage complémentaires, avant travaux, avant démolition, que l'on verra un peu plus loin. On vous a présenté très rapidement les listes A. Donc, liste A concerne les composants flocage, calorifugage, faux plafond. Donc, ce qu'on pourrait appeler les matériaux, anciennement les matériaux friables. La liste B concerne donc effectivement des vérifications. On a sur la partie gauche les composants de la construction à vérifier. Et sur ces composants de la construction, les parties du composant. Donc les matériaux effectivement que l'on doit rechercher et sur lesquels on doit statuer. Donc on a effectivement les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits canalisation et cet élément extérieur qui a été introduit justement par le nouveau décret de l'annexe 13.9 sur les toitures, bardages et conduits en façade et en toiture. Vous voyez ici, par exemple, sur un plancher et plafond, on retrouve par exemple des dalles de sol. On n'évoque pas encore l'aspect de colle, la colle faisant partie d'une liste C. On est sur des matériaux directement accessibles. Liste C, on va retrouver encore une fois des composants de la construction à vérifier et les parties du composant à aller chercher. Donc encore une fois, cette liste est non exhaustive et nécessite pour pas mal effectivement de parties de composants le fait d'aller faire des sondages destructifs pour aller vérifier la présence ou non de ce type de matériaux. Et vous voyez que cette liste est quand même beaucoup plus importante que la liste A ou la liste B qu'on a vue précédemment. Alors, petite parenthèse, cette présentation vous sera envoyée en fin de webinaire, voilà, pour que vous puissiez avoir un petit appui et des bases effectivement là-dessus sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Le repérage. Donc, afin de constituer ce DTA, il doit être réalisé un premier repérage amiante à intégrer au DTA, dont la recherche concerne les matériaux et produits définis dans les listes A et B que l'on a vu précédemment, qui figurent à l'annexe 13.9 du Code de la santé publique. Donc, encore une fois, matériaux directement accessibles. Cette mission est réalisée par un diagnostiqueur ayant obtenu un certificat de compétence, mention effectivement dans certains cas, dans certains types de bâtiments, délivré par un organisme accrédité COFRAC et le diagnostiqueur ayant suivi une formation au risque amiante. C'est ce qu'on appelle la formation SS4. Donc, le repérage, lui, est fait par un diagnostiqueur certifié. Le DTA doit être tenu effectivement par le propriétaire. Le contenu du DTA. Donc, il intègre les résultats, ou les rapports de repérage précisant l'identification des matériaux ou produits directement accessibles. La fiche récapitulative du dossier technique amiante, communiquée par le propriétaire lors de sa constitution, ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble, et si cet immeuble comporte des locaux de travail aux employeurs et aux courriers. La vérification de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante.
et les recommandations générales de sécurité. Donc, concernant la communication du DTA, le DTA est tenu à disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et de la médecine du travail, lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Elles sont communiquées aux différentes personnes et aux instances suivantes sur leur demande et dans leur cas de leur attribution. Donc, on a effectivement les agents ou services mentionnés à un certain article: inspecteur et contrôleur du travail, inspecteur d'hygiène et sécurité, agent de service, agent du ministère chargé de la construction. Donc, tout ça est effectivement réglementé. Vous retrouvez les textes visés par cette obligation sur la présentation que vous avez à l'écran. Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. Donc, il le retrace effectivement dès qu'il y a une communication, il le retrace à qui, quand, comment. La fiche récapitulative du DTA est communiquée dans un délai d'1 mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti, si cet immeuble comporte des locaux de travail, là effectivement aux employeurs. Là, maintenant qu'on a vu la constitution de ce DTA, comme je vous le disais, c'est un carnet de santé du bâtiment, donc le DTA a vocation d'être mis à jour, pas être effectivement rangé dans un placard. Donc on va voir maintenant cette mise à jour du DTA, pour lequel je laisse la main à Claire Boutin sur cette partie. Alors, donc une fois que votre DTA a été constitué, ce qui doit normalement être le cas depuis un certain temps maintenant, on va voir à quel moment, enfin qui le met à jour, quand, à quel moment exactement et pourquoi. Donc, qui, c'est toujours le propriétaire, hein, tout comme pour la constitution du dossier technique amiante à l'origine. La mise à jour, elle incombe au propriétaire de l'immeuble bâti, qui doit le constituer, le conserver et l'actualiser. Quand, en fait, tout le temps, tout au long de la vie du bâtiment. Il doit être mis à jour dès qu'on a une action vis-à-vis de l'amiante. Effectivement, alors si dans le meilleur des cas, on ne détecte pas d'amiante du tout à l'origine, on aura très peu de choses à faire, mais en effet, il y a toujours, tout au long de la vie du bâtiment, quelque chose à mettre à jour dans son DTA. Donc, si on a des matériaux qui contiennent de l'amiante, qui ont été repérés à l'origine, dans les listes A ou B dont Rodolphe vient vous parler, on a une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux à faire. Et quand on fait l'évaluation périodique de cet état de conservation, on enregistre cette évaluation dans le DTA. Si au cours de cette évaluation périodique, on a des actions supplémentaires à faire, par exemple des mesures d'empoussièrement ou des travaux de traitement, ces actions sont également enregistrées dans le DTA. Si vous faites des travaux, vous prévoyez en tout cas des travaux, y compris la démolition, vous devez déjà faire réaliser un repérage amiante avant travaux ou démolition, et les conclusions de ce repérage sont à enregistrer dans le DTA également. C'est là, effectivement, où intervient les matériaux hors liste A et B, donc qui sont dans la liste C ou qui n'y sont pas, hein, puisqu'elle n'est pas exhaustive. C'est à ce moment-là que ces matériaux seront enregistrés dans le DTA. Si une fois que ces matériaux ont été repérés, vous procédez à un traitement des matériaux amiantés, donc un retrait ou un encapsulage, il faudra enregistrer aussi ces travaux. Donc, on enregistrera le fait que les matériaux aient été confinés ou déposés et on mettra des références au justificatif, c'est le rapport fin de travaux de l'entreprise.
alors le rapport fin de travaux de l'entreprise comporte le plan de retrait, les BSDA, les mesures d'empoussièrement effectuées, etc. Attention quand même, un DTA, quand il est constitué, encore une fois, se réfère aux listes A et B. Et on peut effectivement avoir absence d'amiante dans le cadre de cette recherche de matériaux de liste A et B. Ça ne veut pas dire que le bâtiment n'a pas d'amiante qui serait de liste C. C'est pour ça qu'il y a des repérages supplémentaires avant travaux, avant démolition, qui doivent être réalisés et qui peuvent, eux, révéler de l'amiante. Oui, tout à fait. Le DTA, enfin le repérage qui est fait pour la constitution du DTA ne vaut pas repérage avant travaux. Il peut suffire pour des travaux de maintenance, d'entretien, voilà, mais il ne suffira pas pour des travaux autres. Ou en tout cas, il faut de toute façon le vérifier voilà, avant de décider si on doit faire un repérage avant travaux ou si ça suffit. Tout dépend de la teneur des travaux. Donc, que ce soit la constitution ou les enregistrements successifs, tout doit être fait, en tout cas réglementairement, tout ceci incombe au propriétaire de l'immeuble, qui peut, s'il le souhaite, déléguer la constitution du DTA et ou sa mise à jour. Et là, pour le coup, c'est une mission à part entière qui n'est pas une mission de repérage, hein, ça n'a rien à voir avec le repérage, c'est une mission plutôt d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle peut être complémentaire à une mission de repérage, c'est-à-dire vous pouvez la confier à une entité, à la même entité que celle à laquelle vous avez confié le repérage amiante, mais ça peut être une entité différente aussi. Alors, c'est là où on va toucher le nœud du problème, c'est que cette mise à jour du DTA, ça peut être une mise à jour, donc c'est une mise à jour documentaire, c'est-à-dire que vous fournissez à la personne à qui vous déléguez la mise à jour du DTA tous les documents dont vous disposez. Donc, ça peut être une mise à jour documentaire simple, c'est-à-dire la personne reprend les conclusions qui sont dans les documents que vous fournissez, mais ça peut aussi devenir un peu compliqué selon l'historique du bâtiment qui peut avoir été assez riche hein, en termes de repérage, de travaux, de désamiantage, de mesures compensatoires, de mesures de surveillance, etc. Donc, ça peut s'avérer complexe. Voilà. Et puis, il peut y avoir aussi à la lecture des doutes à lever qui peuvent entraîner aussi la nécessité de missions de terrain, de repérage, pour aller vérifier que des matériaux ont bien été déposés, sont toujours là ou pas, etc. Alors, sur la durée de vie du bâtiment, là, je vais vous présenter une petite frise qui est assez parlante. Donc, sur la durée de vie du bâtiment, donc toujours, hein, ceux qui sont concernés, ce sont les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. On avait donc une date butoir d'obligation de constitution du DTA avant le 31 décembre 2005. Donc, à ce moment-là, on a constitué son DTA au vu d'un repérage initial. Si on avait des matériaux, alors à l'époque, les flocages calorifuges à chaud plafond uniquement étaient soumis à contrôle périodique de leur état de conservation. Donc, si on trouvait ces matériaux-là, si on les repérait sur l'immeuble, il fallait faire un contrôle périodique qui entraînait une mise à jour du DTA. Donc, sur ces matériaux-là, c'est tous les 3 ans, réglementairement. Si on planifie des travaux de réhabilitation, on doit passer par un repérage amiante avant travaux, qui lui-même entraîne aussi une mise à jour du DTA, avec les conclusions, les pièces visitées, si on a trouvé des matériaux supplémentaires qui n'étaient pas détectés lors de la constitution.
Si jamais, suite à ce repérage et en vue des travaux, le propriétaire décide de faire des travaux de retrait ou d'encapsulage de ces matériaux, il faudra récupérer le rapport fin de travaux de l'entreprise. C'est une obligation, elle vous doit ce rapport-là. Et ce rapport comporte le plan de retrait et d'encapsulage, les bordereaux de suivi des déchets amiantés, les mesures d'empoussièrement qui ont été faites pendant le chantier et après. Et tout ceci, voilà, entraîne également une mise à jour de TTA, c'est-à-dire qu'on va avoir des matériaux qui ont été repérés et qui ont été retirés à telle date, par telle entreprise, avec tel résultat, suite au chantier. Au 1er janvier 2013, alors là, ce n'est pas une date butoir, c'est une date d'entrée en vigueur d'obligation de complément de repérage des matériaux de la liste B qui ne faisaient pas partie du programme de repérage antérieur pour le DTA. Donc là, on est en phase plutôt exploitation du bâtiment. Avec le corollaire, c'est une obligation également de contrôle périodique de l'état de conservation alors des matériaux de la liste A qui existaient déjà, puisque la liste A est constituée des flocages, calorifugage, faux plafond, donc ça c'était déjà existant. Mais on ajoute également le contrôle périodique des matériaux de la liste B, avec une grille réglementaire pour procéder à cet état de conservation. Ceci entraînant bien sûr aussi une mise à jour du DTA. Si jamais, lors des contrôles périodiques, on a des matériaux qui sont dans un état tel que ça nécessite une surveillance, donc des mesures d'empoussièrement dans le bâtiment, on intégrera également le résultat de ces mesures dans le DTA. Et enfin, en fin de vie du bâtiment, si on prévoit la démolition de l'immeuble bâti, on devra faire un repérage amiante avant démolition, dont les conclusions sont également à intégrer au DTA. Là, pour le coup, c'est une obligation. Il faudra procéder au retrait. Alors, on met encapsulage, mais ce n'est pas le cas. En cas de démolition, on procède au retrait des matériaux amiantés. Avec la même obligation de fourniture de rapport fin de travaux, qui viendra également alimenter une dernière fois le DTA. Alors en effet, à partir de 2013, l'obligation de complément de repérage de liste B devait se faire à l'occasion de l'intervention d'un diagnostiqueur certifié. Donc, si on a des matériaux repérés et qu'on fait procéder à un contrôle périodique, on demande au diagnostiqueur de faire ce complément de repérage liste B. Si on fait des travaux et qu'on missionne un diagnostiqueur pour faire un repérage avant travaux, on lui demande également de faire un complément de repérage liste B pour mise à jour du DTA. Si jamais on ne fait rien de tout ça, c'est-à-dire si jamais vous n'aviez pas de matériaux amiantés repérés initialement, si vous ne faites pas de travaux, si vous n'avez aucune occasion de faire intervenir un diagnostiqueur sur l'immeuble, il fallait de toute façon le faire, commander une mission de repérage liste B spécifique avant le 1er février 2021. Alors, pourquoi fait-on tout ça? Tout simplement pour informer les occupants et les entreprises intervenantes de la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante, de leur localisation et de leur état de conservation. Ceci sert aux entreprises, notamment, à faire leur analyse de risque avant intervention. Voilà, pour qu'elles prévoient effectivement les moyens de protection nécessaires si jamais il y a une action sur ces matériaux ou en tout cas susceptible de provoquer une dispersion de fibres d'amiante. Et puis, ça permet aussi d'assurer la traçabilité de toutes les actions qui ont été menées par le propriétaire sur les matériaux amiantés dans l'immeuble. Voilà, c'est une traçabilité de tout ce que vous avez pu faire en termes de repérage ou de surveillance ou ou de travaux, éventuellement, de traitement de ces matériaux quand il y a besoin.
La petite sanction prévue par la réglementation, c'est une contravention de 5e classe si jamais le DTA n'est pas constitué. Et à cette contravention de 5e classe s'ajoute le risque d'être mis en cause. Alors là, c'est plutôt une responsabilité pénale, donc ça fait plus mal, mise en cause pour mise en danger de la vie d'autrui. Ou bien au titre du préjudice d'anxiété, qui est assez récent dans la jurisprudence, mais qui est assez important et pris en compte par les juges.